Il y a quelque chose qui m'impressionne toujours avec Pixar, c'est leur capacité à me surprendre avec leurs projets en apparence les moins tentants. Car évidemment, quand ils parlent de jouets prenant vie ou de personnages contrôlant notre cerveau, le pitch high concept attise tout de suite ma curiosité. Mais franchement, sur le papier, des films comme Nemo, Ratatouille, Lao ou encore Wall-E ne me faisaient absolument pas rêver. Un poisson qui en cherche un autre pendant tout un film, un rat qui fait de la cuisine, un vieux qui s'envole avec sa maison, une love story entre deux robots et en plus c'est muet. Mais ça a l'air naze. Et à chaque fois, j'entrais en salle sceptique, et je ressortais avec des étoiles plein les yeux. A contrario, certains films vraiment emballants comme Brave sur une princesse guerrière maniant l'arc comme personne, ou Aldo sur un monde où les dinosaures ont évité l'extinction, m'ont finalement beaucoup déçu. Coco s'inscrit pour le moment dans la catégorie des films qui sur le papier ne m'emballent pas, et qui donc sont susceptibles de me bouleverser. Réponse tout de suite. Ah, je vais pas mentir, j'ai eu la petite larme à l'œil quand même. Bonjour à tous, je suis un critique masqué, bienvenue dans cette critique à chaud de Coco, le dernier film des studios Pixar. Donc Coco, ça parle de quoi? Ça parle de Miguel, un jeune enfant mexicain dont la famille a décidé de renier la musique suite au fait que l'arrière-arrière-grand-père de Miguel a quitté sa femme pour aller faire de la musique. Donc bref, il vit dans une famille qui fabrique des chaussures et qui refuse toute interaction avec la musique, mais Miguel, il se sent une âme de musicien, et suite au fait qu'il va voler un instrument pour participer à un concours, bref, suite à des péripéties, il va se retrouver dans le monde des morts lors del Dia de Muertos, l'équivalent d'Halloween au Mexique, et où il va devoir reconnecter avec ses ancêtres pour espérer pouvoir revenir dans le monde des vivants. Je simplifie un peu la trame parce qu'au final c'est quand même pas si évident que ça, mais écoutez, Coco, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai franchement bien aimé, ça aussi entre le très bien et le vraiment bien, donc c'est globalement vraiment positif. Non, c'est un film qui est vraiment émouvant, moi j'ai adoré les thèmes dont il parle. C'est un film qui est assez mature pour un film Pixar, donc ça renoue avec le Pixar mature qu'on aime, le Pixar à la vice-versa, le Pixar à la Ratatouille. C'est pas du Pixar à la Cars 3 ou à la Aldo, là on est vraiment un film qui plaira autant aux enfants qu'aux adultes. Alors c'est marrant parce que je trouve que c'est un film très mature et je me demande comment les enfants vont le recevoir, parce que pour les adultes c'est quand même vraiment un film qui va parler de la mort, du deuil, de la manière dont on vit avec nos souvenirs, dont on commémore le souvenir des gens qui ont vécu avec nous. C'est un film sur la transmission, sur la famille, sur l'accomplissement de ses rêves, ça parle d'énormément de choses. Alors c'est extrêmement positif comme message, et franchement ça fait du bien. Écoutez, c'est un film qui fait du bien, on en ressort avec la banane, des étoiles dans les yeux, on a vu un beau monde, on a vu une belle histoire, une histoire touchante, une histoire de famille, tout ça ancré dans la tradition mexicaine, et on est replongé dans ce monde-là. Je l'ai vu en version anglaise, je sais qu'il y a une version mexicaine, espagnole qui traîne dans les salles, et je pense qu'en espagnol il est encore plus parlant, il fonctionne encore mieux qu'en anglais. En tout cas, déjà en anglais, je trouve qu'ils ont fait pas mal d'efforts pour introduire pas mal de phrasés hispaniques, des mots, voilà. On sent qu'ils ont essayé de le traduire, mais pas de faire que ce soit des mecs qui parlent que anglais. Il y a vraiment tout un esprit mexicain dans le dialecte qui fonctionne vraiment pas mal du tout. Donc voilà, alors c'est un film qui m'a intéressé parce que il est prévisible dans le sens où on voit à peu près où ils vont en venir assez rapidement, et on peut imaginer les événements qui vont se produire, et on peut même deviner peut-être la fin si on s'amuse vraiment à essayer de regarder vers l'avant dans le film. Mais à la fois, moi je me suis laissé embarquer, et j'étais pas persuadé de où ils allaient aller à chaque fois, donc c'est un peu contradictoire vis-à-vis de ce que je viens de dire, mais ce que j'explique c'est que c'est pas comme certains films que je peux critiquer où au début on va lui dire au héros en fait tu dois faire ça, t'as ton objectif, vas-y va faire ci, ça. Non, il y a vraiment un truc où on se demande un peu, à chaque étape où on pense qu'il va arriver à un point, en fait on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'il doit faire ou là où il devait être, et qu'il doit continuer pour persévérer encore plus loin, et on apprend beaucoup d'informations au fur et à mesure. Voilà, il y a vraiment une progression qui se fait dans la narration, donc qui peut être, on va dire, prévisible, mais qui à la fois fonctionne parce qu'on a vraiment des informations qui arrivent au fur et à mesure de tout le film, et je trouve que on est tenu en haleine tout le long, malgré le fait que oui, on peut deviner 2-3 ressorts intéressants. D'ailleurs, il y a un petit truc dont je vais parler dans une toute petite partie spoiler à la fin, mais j'y reviendrai à la fin parce que j'ai pas envie de spoiler du tout, mais voilà, vous verrez. Bref, donc voilà, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. J'ai été cueilli à plusieurs moments, et particulièrement à un moment du film où le titre du film est prononcé par un personnage. Et j'avoue que j'ai vraiment eu les poils qui sont hérissés, alors que le truc tu l'avais... Parce que voilà, tu l'attendais, c'était attendu, mais c'est tellement... Ça vient tellement avec un gros bagage émotionnel. Pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez peut-être ce moment. Et après, à partir du moment où ce mot-là est prononcé par ce personnage-là,
Bah ouais, là, j'ai vraiment été gagné par les émotions et j'avoue que j'ai pas pleuré à chaudes larmes, mais j'avais vraiment les yeux un peu mouillés d'émotion et ça m'a touché parce que ouais, il y a ce discours déjà sur la musique. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les films musicaux, les films avec des parties musicales dedans. J'ai pas été fan des musiques dans ce film, mais rien que le fait que la musique soit un thème central du film et qu'il y ait cet amour pour l'art musical et le fait que vivre sa passion c'est important et de transgresser les interdits par ce besoin d'accomplir son but artistique et sa passion, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et donc bah ça, même si les musiques en tant que telles dans ce film m'ont pas plu, j'avoue que le thème a énormément résonné en moi. Après, il y a des choses vis-à-vis de la transmission, vis-à-vis du dialogue qu'on peut avoir avec ses proches par l'art. Il y a toute une chanson que quelqu'un fait avec un enfant qui est... Enfin, c'est vraiment... Moi, ça m'a... Ouais, j'avais les yeux tout mouillés tellement je trouvais ça touchant. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment extraordinaires. Il y a des dialogues qui se font entre deux époques, entre les vivants et les morts. Il y a beaucoup de trouvailles en termes d'idées, de manière d'articuler des thèmes grâce à cette histoire du jour des morts et cette tradition mexicaine. Et franchement, je pense que je vais revoir le film assez rapidement parce que j'ai envie de reprendre un peu tout ça et d'essayer de voir comment, maintenant que j'ai toute l'histoire et que je sais comment le film se passe, de revoir un peu tout. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à y piocher qui peuvent être vraiment intéressants. Je trouve aussi, pour parler un peu de la mise en scène, que c'est intéressant, ils ont fait une mise en scène qui simule de la caméra à épaule. Il y a vraiment un côté, donc on suit Miguel dans ce monde des morts, qui est un espèce de monde avec plein d'ampoules, un peu néon, mais néon mexicain, un peu old school, quoi. Enfin, vous regardez les visuels sur les affiches ou les bandes annonces, vous comprendrez très vite ce qu'il en est. Et bon, alors, c'est pas un monde qui fourmille de détails au point que j'ai eu l'impression de comprendre totalement ce qu'il en était, malgré le fait qu'il y a quand même pas mal de détails. C'est une des forces de Pixar dans tous les films, c'est-à-dire que chaque univers est hyper habité et t'as l'impression de comprendre les règles tellement ils arrivent à te les expliquer visuellement super bien. Genre Monstres et compagnie, pour moi c'est un exemple parfait là-dessus, là. Genre la machine à café, il y a des cafés comme ça pour les petits monstres et des cafés géants pour les énormes monstres, ce genre de détails qui sont géniaux. Là-dedans, j'ai pas tout saisi, tout, peut-être que c'est à revoir, mais bon, je pense que l'univers est pas plus non plus présenté que ça. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup aimé dans la mise en scène, c'est qu'il t'immerge dedans grâce à de la caméra à épaule. Donc c'était quelque chose que j'ai pas forcément vu énormément pour de l'animation, parce que l'animation, vu que tu simules les mouvements de caméra, souvent bah tu simules des mouvements assez parfaits. Et là non, il y a vraiment cette volonté d'être avec ce gamin dans ce monde-là et de le suivre et de vivre de manière un peu... j'ai pas envie de dire viscérale, mais de manière organique avec lui, quoi. Tu bouges avec lui, la caméra elle suit vraiment Miguel avec ses mouvements d'épaule et tout ça, et c'est quelque chose d'assez immersif que j'ai bien apprécié parce que je trouve que c'était simple, c'était pas tape à l'œil, mais ça fonctionnait vraiment bien pour me plonger dans ce monde des morts. Il y a un méchant qui est intéressant parce que, écoute, je vais pas plus en dire, j'ai pas envie de spoiler, mais en tout cas c'est intéressant. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un film hyper manichéen où il y a le méchant qui est directement présenté, la menace, le truc. Non, on cherche pendant quelques temps, on se demande un peu où le film va aller et quelles vont être vraiment les forces négatives qui vont empêcher Miguel d'aller atteindre son but, et parce que celles qu'on pense, on se dit que ça peut pas durer jusqu'au bout du film comme ça. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui fait que le film n'est pas cousu de fil blanc. Il essaye de nous proposer un vrai voyage avec différentes étapes, et il y a des fois on se demande un peu qu'est-ce qu'on regarde, et souvent, en fait, c'est bien utilisé plus tard, et on se dit, ah ben oui, c'est pour ça qu'il y avait cette séquence, c'était pour nous présenter ça. Donc même s'il y a des moments où j'ai pas toujours été au summum de l'intérêt de ce qui se passait en me disant, ah, cette séquence, elle est géniale, je suis à fond dedans. Non, mais après, plus tard dans le film, je me suis dit, bah oui, ça valait quand même le coup de la vivre, parce qu'en fait, elle est bien utilisée. C'est basique comme écriture de scénario, dans le sens où ça s'appelle des set-off payoff, là, des set-off, on pose quelque chose et on l'utilise plus tard. Mais c'est assez bien utilisé parce que voilà, à la fin, le film fait un tout extrêmement bien emballé, extrêmement bien fait. Et honnêtement, j'en ressors et je me dis, ouais, putain, il n'y avait pas beaucoup de problèmes, quoi. Il y a un gros problème pour moi, mais c'est un léger détail, mais bon, il y a le fait que le petit Miguel, on sait jamais trop l'âge qu'il a, on a l'impression qu'il a entre 8 et 12 ans, je dirais. Voilà, c'est pas encore un ado, c'est un peu avant. Et il y a un truc qui m'a un peu énervé, mais bon, peut-être que j'en fais des caisses pour pas grand-chose, c'est le côté, à un moment, son père lui dit « Eh, maintenant tu vas venir bosser avec moi dans l'usine de chaussures après l'école ». Enfin les gars, je veux bien que vous parliez du Mexique, c'est le Mexique contemporain en plus. Genre, on peut embaucher les enfants pour venir bosser chez toi, même si c'est ton fils, après l'école. J'ai trouvé ça... Alors que le truc est hyper respectueux de la culture mexicaine, et d'un coup, t'as cette espèce de truc hyper dégradant qui débarque en mode « Ouais, au Mexique, on fait bosser les gamins !» Non, c'est un peu... Pardon, mais c'est un peu bizarre. Donc ça, c'est un des trucs qui m'ont déplu. Dans les designs, j'ai été globalement conquis, même si c'était pas ma came à la base. J'aime pas trop le délire squelette.
Monde des morts, j'avoue que j'y allais vraiment pas avec, un peu avec réticence, enfin comme j'explique dans mon intro, si j'ai monté mon intro, je suis pas sûr. Bref, comme j'explique dans mon intro que j'ai peut-être pas monté, le Monde des morts m'attirait pas trop, le film m'attirait pas trop, et j'ai été vraiment conquis. Voilà, c'est pas le meilleur Pixar de tous les temps, mais rien que pour ces 20 dernières minutes qui m'ont vraiment tenu et mis les yeux tout mouillés, je dois avouer que j'ai été vraiment extrêmement conquis en sortant de la salle. Il y a un petit truc rigolo, il y a un chien qui suit Miguel dans tout le film, et ils ont utilisé un des designs d'une des hyènes dans le Roi Lion, la hyène débile avec sa langue qui pend. Et il y a des moments, des postures, c'est vraiment le même personnage, quoi. Donc c'était je sais pas quel procédé c'est entre le clin d'œil et la réutilisation, enfin c'est vraiment intéressant, j'avais jamais vu ça, et c'est intéressant de le notifier parce que ça m'a fait plaisir de revoir ce personnage du Roi Lion qui m'a fait marrer, sous la forme d'un chien ce coup-ci, quoi. Donc voilà, quand même un film Pixar assez ambitieux qui aborde des thèmes pas évidents, voilà, le thème de la mort, de la transmission. Il y a aussi toute une partie qui va parler du fait d'accomplir ses rêves et le coût que ça peut engendrer, le fait de vouloir devenir artiste, ce conflit entre la stabilité d'une vie de famille et on va dire la décadence ou le fait de voyager d'une vie d'artiste. Il y a beaucoup de thèmes qui sont pas du tout des thèmes de trucs pour enfants, quoi. Enfin, c'est vraiment des thèmes humains qui m'ont travaillé en tant qu'adulte, en tant que que personne qui a des considérations plus complexes qu'un enfant je pense que le film est très plaisant pour un enfant, mais en tout cas pour un adulte qui donne vraiment du moulin à penser, hein, parce que franchement ça colporte beaucoup de thèmes et ça rend le film fondamentalement passionnant, quoi. Donc écoutez, je vais donner à Coco la note de 4 masques sur 5, c'est une très belle note, je pense que c'est probablement le meilleur dessin animé que j'ai eu cette année. Voilà, parce que c'était pas un super bon cru en termes d'animation cette année, je dis peut-être une connerie, peut-être que j'en oublie. On verra ça dans les vidéos de fin d'année avec les tops et les flops et tout ça, quoi. Il y a les petits trucs spoilers que je voulais dire, donc à partir de là, vous avez ma note, voilà. Si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à aller le voir. Je vais juste faire une mini partie spoiler, juste pour évoquer un petit truc dont je pense. Donc ce film a un archétype de méchant qui est en train de revenir très souvent à Hollywood. Hollywood, souvent, ils ont des espèces de marottes scénaristiques qui font que pendant une période de temps, il y a le même type de scénario qui va revenir. Et là, en ce moment, c'est le fameux méchant qui est en fait le gentil pendant toute une partie du film. Et donc c'est la même chose que dans Gardiens de la Galaxie 2, par exemple. Il y a d'autres films actuellement, je me souviens plus exactement de tous, où pendant tout le film, on te présente le héros cherche quelqu'un, et en fait cette personne c'est supposé être le gentil qui cherche, et la personne qui est un peu son modèle, qui finit par le décevoir et par devenir le méchant du film. Donc il y a ça dans Coco, il y a ça dans Gardiens de la Galaxie 2, et il y a pas mal d'autres films sortis très récemment, peut-être même dans l'année, qui utilisent exactement le même schéma d'utilisation de la menace et du méchant. Et voilà, c'était un petit truc que je voulais relever, parce que je ferai peut-être un jour une vidéo sur ces fameuses, on va dire, martingales de scénarios qui font que pendant certaines périodes, les mêmes archétypes de scénarios reviennent. Par exemple, The Dark Knight a amorcé la période des méchants qui se font capturer exprès pour que leur plan arrive à bout. Donc après, on a eu Skyfall qui a fait ça, on a eu Star Trek Into Darkness qui a fait ça, on a eu, voilà, j'ai pas encore plus la liste en tête, mais à partir de Dark Knight, il y a plein de films qui ont utilisé ce procédé. Il y a eu Avengers, où Loki se fait capturer exprès. Enfin, on a plein de films qui ont utilisé ce petit procédé scénaristique, et là dans Coco, on a ce procédé scénaristique du méchant qui, en fait, on te donne l'impression que ça va être le gentil pendant une moitié du film, que c'est la personne que le héros utilise comme modèle, et en fait non, le modèle finit par être une déception. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour Coco. J'ai un petit truc à dire, oui, j'ai reçu plein de DVD de votre part, j'en ai reçu 4 ou 5, donc je suis en train de faire des vidéos pour les films à froid. Le truc, c'est que j'ai pas beaucoup de temps et j'ai pas envie de mal faire mes vidéos, donc vous inquiétez pas les gens qui m'ont envoyé des DVD, de toute façon je vous remercierai dans chaque vidéo, je vais faire vraiment chaque film, mais je veux pas les faire à la va-vite avec juste une critique où j'ai vu le film et je vous en parle vite fait devant la caméra. Je veux faire des vidéos un peu plus bossées, avec un vrai thème, un axe, quelque chose d'un peu plus réfléchi et pensé, donc c'est pour ça que je les fais pas là, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Dès que j'aurai un peu plus de temps, j'hésiterai pas et je ferai toutes ces vidéos. Voilà, donc c'est pour ça que ne vous inquiétez pas, j'ai reçu 4 DVD, des films assez différents, donc vous allez voir, ça va être assez intéressant, différentes vidéos. Je remercie encore énormément les personnes qui m'ont envoyé ces DVD et ces Blu-ray. Ouais, vous serez évidemment remerciés personnellement dans chaque vidéo, mais en tout cas c'était pour faire une petite annonce
pré-vidéo qui viendra. Ah oui, et j'avais une petite annonce à faire aussi, je prépare une série de vidéos avec d'autres youtubeurs ciné et j'aurai besoin, si possible, de questions de votre part pour faire des FAQ. Donc si vous avez des questions à poser sur l'année 2017, le cinéma et les séries, enfin l'audiovisuel dans les années de l'année 2017, n'hésitez pas à les poser en commentaire en mettant FAQ 2 points et la question. Comme ça, bah voilà, certaines seront posées, donc on sera plusieurs youtubeurs, vous verrez. J'en dis pas trop, ce sera un peu une surprise, mais en tout cas, ce serait cool d'avoir quelques questions de votre part. Voilà, donc imaginez les gens qui font à peu près le même type de vidéos que moi, bah, si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir suivi cette magnifique, non, pourquoi je m'auto-vante, cette critique. On se retrouve très vite, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à la liker, et d'ici la prochaine, bonne toile.